Bonjour les jeunes, comment allez-vous? Si vous vous rappelez, on a fini l'explication du roman de notre programme, Le Comte de Monte Cristo. J'ai expliqué dans 4 vidéos qui se succèdent les 3 chapitres, les événements détaillés de ce qui s'est passé et qui a eu lieu à notre héros Edmond Dantes. Maintenant, on va commencer, mes petits, à faire les questions du bouclette. Et certainement, vous allez trouver les réponses dans la description de chaque vidéo à l'écrit. Mais maintenant, je vais lire avec vous les extraits. Je vais vous expliquer le contenu de la réponse de chaque question pour que vous ayez à la tête une idée rapide du contenu des types des textes, des extraits tirés du roman et la façon et les réponses, parce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui répondent très court, il y a d'autres qui répondent trop rapide. Alors, on voudrait toujours aligner une bonne réponse, ni trop long, ni trop court. D'accord? On va commencer ici par une bouclette qui révèle quoi? Je crois que le moment est venu d'entendre un témoin d'une grande importance, dit le président. Je viens de recevoir une lettre. D'après elle, une personne peut nous dire exactement ce qui s'est passé à Janina. Huissier, faites entrer le témoin. D'après le comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas. Bien sûr, Alexandre Dumas, c'est l'écrivain de cette histoire, de ce roman, et on n'a aucune question à propos de cet écrivain. Qui était le témoin dont parlait le président? Et qu'est-ce que ce témoin a raconté? Alors, qui est ce témoin? Cet extrait est de quel chapitre? C'est du 3e chapitre. Au moment du tribunal, au moment où le juge annonce qu'il y a un témoin qui voudrait témoigner dans cette cause. Alors, qui était ce témoin? C'est Heidi. Alors, la réponse sera le témoin dont parlait le président, Heidi, l'esclave ou la protectrice de comte de Monte Cristo. Et qu'est-ce que ce témoin a raconté? Bien sûr, on va dire que Heidi, le témoin, a raconté son histoire, sa vie auparavant, sa vie il y a 20 ans. Elle a commencé à raconter que son père était un gouverneur sur une ville qui s'appelle Janine en Grèce. Et la Grèce et tout le Moyen-Orient étaient sous l'autorité de l'Empire ottoman, l'imbratoriale osmanie. Et son père Ali Pacha a disputé, son père Ali Pacha, qui était le gouverneur de cette ville, a disputé avec l'empereur turc. C'est pourquoi il a décidé d'être indépendant. Il demande l'aide de la France. La France lui a envoyé une armée présidée par un général officier qui s'appelle Fernand Mondego, qui est venu à la tête, sur la tête d'une armée. Il était traître, malheureusement, méchant et vénal et aime beaucoup l'argent. C'est pourquoi Fernand, le chef de l'armée, s'est mis d'accord avec les ennemis de Ali Pacha Tébélan. Il a pris une grande somme d'argent des Turcs. Il a ouvert les portes de la ville de Janine aux ennemis de Ali Pacha qui entrent violemment et ils ont tué Ali Pacha. Malheureusement, deuxième crime, deuxième méchanceté incroyable de Fernand dans cette ville, c'est qu'il a vendu la fille de Ali Pacha et sa femme Vassili qui comme esclave à un marchand arménien. Et c'est grâce à comte de Monte Cristo que Heidi a pu jouir de la vie, a pu être sauvée de l'esclavage. Et elle insiste et assure qu'à cette époque, elle avait 4 ans seulement, mais elle se rappelle de tous ces détails. La première question, voilà la deuxième. Quelles étaient les conséquences? Quelles étaient les conséquences de ces témoignages? C'est une réponse plus courte que la première. Bien sûr, les conséquences du témoignage de Heidi, comte de Morcerf n'a pas pu renier la vérité à cet instant comme il a fait auparavant avec les 4 témoins, mais il a avoué la vérité. En même temps,
il n'a pas pu supporter ce scandale, qu'il soit connu dans toute la société parisienne par sa méchanceté, sa malice, sa vénalité. C'est pourquoi il a fait sortir de sa poche un pistolet, il a tiré une balle contre la tête, puis il est mort à l'instant. Alors, et finalement, Mercedes, sa femme et son fils Albert ont vendu tous les biens, toute la fortune de comte de Morcerf. Ils ont donné l'argent aux pauvres, puis ils ont quitté Paris et les deux sont allés vivre ailleurs. Deuxième exemplaire, mes enfants. Grâce à sa nouvelle fortune, il transforme la grotte de Monte Cristo en une demeure luxueuse, voyage énormément, se fait appeler le comte de Monte Cristo, puis va s'installer à Paris pour y accomplir sa vengeance. Extrait du Monte Cristo, Alexandre Dumas. Le temps fait oublier les douleurs, éteint la vengeance, apaise la souffrance. Peut-on appliquer ce proverbe sur le comportement de Monte Cristo? Justifié? Non, bien sûr. Pas du tout. Malgré le grand nombre d'années que Dantès, que comte de Monte Cristo a passé dans la prison, à peu près 20 ans en plus même, il n'a jamais oublié qu'il était accusé injustement, qu'il était accusé sans savoir et comprendre les raisons, sans savoir les motifs des personnes et qui sont même ces personnes. C'est pourquoi, après sa fuite tout de suite, il a pu, après même s'être enrichi, il a commencé à chercher les responsables de son emprisonnement. C'est pourquoi il s'est informé que c'est Danglars et Fernand, ses deux amis, et il a décidé et insisté de se venger de ces deux personnes. Et l'histoire ou le roman s'est achevé par l'accomplissement de la vengeance des deux. De qui Monte Cristo voulait-il se venger? Pourquoi? Quand même, d'ailleurs, vous allez trouver que les deux questions sont à peu près les mêmes réponses. Alors, on va essayer de partager de répartir la réponse sur les deux questions. Parce que si vous allez répondre à cette question, vous allez dire, mais c'est la même question à peu près, madame. Bien sûr, je vous appuie parce que vous allez répondre en disant, Monte Cristo voulait se venger de Danglars et de Fernand. Pourquoi? Et si vous allez raconter le complot et le mot Amra qui a été préparé par Danglars et Fernand, parce que les deux ont préparé une lettre qu'ils ont envoyée au procureur du roi actuel, et Dantès était enfermé en prison du château d'If parce qu'il était accusé d'être un agent bonapartiste. C'est pourquoi Dantès vivait 20 ans souffrir du sentiment de l'injustice, qu'il était victime d'une méchanceté qu'il ne comprend pas. C'est pourquoi il a décidé de se venger dès qu'il quitte, dès qu'il s'évade et s'enfuit de la prison. Extrait suivant. Fernand s'approche de la table, se laisse tomber sur une chaise. Il a l'air à la fois triste et en colère. Il reste tête baissée, sans dire un mot. Extrait du comte de Monte Cristo. Pourquoi Fernand était-il triste et en colère? Fernand était triste et en colère parce qu'il vient de savoir la mauvaise nouvelle pour lui, le débarquement du pharaon au navire. Et le débarquement de pharaon est un signe que Dantès va accomplir ses fiançailles avec sa bien-aimée Mercedes. Et on a découvert dans cet extrait, dans cette partie, au moment où les trois amis se trouvent au café La Réserve, que Fernand aime follement Mercedes. Il ne supporte pas qu'il ne continue pas sa vie avec elle. Il ne supporte pas qu'elle puisse se marier d'un autre homme autre que lui. C'est pourquoi il est complètement triste et en colère. En colère parce que jusqu'à cet instant, il n'a aucune idée à résoudre ce problème, à résoudre ce grand malheur pour lui. Que fera Fernand pour se débarrasser de Dantès? Êtes-vous d'accord avec lui? Pourquoi? Bien sûr, ici, on va parler que Fernand s'est mis d'accord avec Danglars.
Et Danglars, c'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui a apporté papier, plume, encre pour écrire une lettre au procureur du roi. Et les deux ont achevé toute la lettre et ils ont envoyé cette lettre au procureur du roi. Et le pauvre Dantès était emprisonné le jour de ses fiançailles. Êtes-vous d'accord avec lui? Pourquoi? Bien sûr, vous allez répondre en disant non, bien sûr, je ne suis pas d'accord avec lui parce que s'il aime vraiment Mercédès de tout son cœur, il n'allait jamais penser à lui faire souffrir, à la rendre très triste après la séparation de son amant. Il est plutôt égoïste. Il ne pense qu'à son amour, qu'à son propre plaisir. Mais s'il aime vraiment Mercédès de son cœur, certainement il allait penser à sa vie. Suivant, mes petits. Dantès revient de l'île d'Elbe. Quelqu'un pourrait le dénoncer au procureur du roi comme agent bonapartiste. Comment Dantès a-t-il pu se venger de son ennemi Danglars? Que pensez-vous de la fin de ce roman? Vous allez expliquer que Dantès a pu convaincre Danglars qu'il va ouvrir chez lui un crédit illimité, c'est-à-dire qu'il va prendre de l'argent de la banque de Danglars et Dantès garde toute sa fortune dans la banque de Thomson et French à Rome. Ensuite, il a demandé 1 million après quelques jours. Ensuite, à la suite de quelques semaines, il a demandé 5 millions après que Comte de Monte Cristo s'assure que Danglars passe par des grandes crises financières, qu'il doit beaucoup d'argent à beaucoup de personnes et il ne donne rien à personne. Alors à cet instant, au moment où Danglars refuse de lui donner la somme, Comte de Monte Cristo le menace de le quitter, de chercher une autre banque. Danglars essaie de le calmer, de lui proposer des solutions, soit d'attendre 2-3 jours, soit qu'il lui laisse le temps possible pour qu'il prépare la somme. Dantès, au moment où il refuse cette solution, c'est lui, c'est Comte de Monte Cristo qui a commencé à proposer des solutions à Danglars. D'abord, il lui a proposé de vendre un de ses biens qui vaut la même somme. Danglars refuse cette solution, il a refusé que quelqu'un s'approche de ses biens, de sa fortune. Deuxièmement, le Comte de Monte Cristo a fait sortir de sa poche un reçu qui contient le nom, qui contient la somme que Dantès a pris de Danglars. Au début, il a pris 1 million, à cet instant 5 millions. Et il a donné le reçu à Danglars. Au début, Danglars hésite parce qu'il n'a dans la banque que 5 millions et il était en train de préparer 5 bons, c'est-à-dire 5 chics, au porteur de l'orphelinat, cette somme, et à l'orphelinat. Il a hésité un peu. Dantès, au Comte de Monte Cristo, a remarqué l'hésitation. C'est pourquoi il a pris tout de suite de la main de Danglars les 5 bons et lui a donné le reçu, qui tout de suite la banque, il a pris l'argent, il a quitté la banque. Dantès à cet instant complètement désemparé, lui aussi il ramasse toutes ses affaires, il prend le reçu et il n'a qu'une seule idée, c'est de s'enfuir de cette banque, de la porte derrière, et il a laissé le porteur de l'orphelinat. Ensuite, il voyage tout de suite à Rome, il rembourse l'argent, il est très content, il a décidé de ne pas retourner à vivre encore une fois à Paris, mais il décide de voyager en Autriche, en Nemse, pour commencer de nouvelles affaires. L'idée lui a beaucoup plu, c'est pourquoi il a loué une voiture pour qu'elle le transporte là-bas, mais en trajet, la voiture a dévié au chemin. Mais au moment où Danglars lui a demandé de se diriger correctement, le conducteur ralentit, les 2 portes latérales s'ouvrent, 2 hommes entrent et ont bandé Danglars par une bande aux yeux. La première réaction de Danglars, il a crié, il a hurlé, il a demandé au secours. Mais deuxièmement, il a commencé à réfléchir. Il se rappelle le fils de son ami Fernand qui a été enlevé dans ce pays. Alors il s'est dit que certainement ces jeunes l'ont suivi au moment où il quitte la banque. Alors ces jeunes sont certains que Danglars avait de l'argent. Alors il n'a rien dit pour que ces jeunes pensent peut-être qu'il a une petite somme. Personne ne pense qu'il a 6 millions dans le sac. Alors il attend
toute la première journée, on le remet dans une chambre qui ressemble à un cachot, il reste les 24 premières heures, ne parle à personne, ne voit personne, jusqu'au moment où il commence à avoir faim. À cet instant, il commence à appeler les soldats, il accepte de lui apporter de l'argent, mais pour manger, il doit payer 100 000 francs à chaque plat. Au début, il refuse. Il a demandé un morceau de pain sec. On lui a expliqué que ça vaut la même somme. Il continue à refuser jusqu'à ce qu'il ait une faim de loup. À cet instant, il accepte de payer 100 000 à chaque repas. Même en demandant une bouteille d'eau, on lui fait payer 25 000 francs. Malheureusement, en 12 jours, il a dépensé 5 millions de 6. Il s'est affolé. Il a crié, il a hurlé. Il a demandé à ses soldats quelles sont ses raisons pour le détruire, pour le ruiner. Et à chaque question, à chaque exclamation de la part de Danglars, il lui répète que c'est que c'est d'après les ordres de leur maître. Il continue toujours à hurler jusqu'au moment où Comte de Monte Cristo arrive. À la première vue, Danglars croyait que c'est Comte de Monte Cristo. Il ne comprend pas les raisons, mais bien sûr, le Comte de Monte Cristo lui confirme qu'il est son ami. C'est pourquoi à cet instant, il s'est affolé de plus en plus, il s'est agenouillé, il se met au genou, il le supplie de ne pas le tuer comme Fernand son complice, mais dont Comte de Monte Cristo, bien sûr, n'a pas à cet instant décidé de le tuer de causer sa mort comme Fernand, mais il a demandé à ses hommes de lui laisser le million qui reste et de le jeter en plein désert. À l'instant, au moment où ils l'ont fait descendre dans le désert, il court sans regarder derrière lui. Il trouve un courant d'eau, il se penche pour boire de l'eau. À cet instant, il a découvert que ses cheveux sont complètement devenus blancs. Il s'est affolé et il a perdu bien sûr son équilibre mental. En plus, Comte de Monte Cristo a prévenu à toute la société parisienne de ce que Danglars a fait avec lui. Que pensez-vous de la fin de ce roman? La fin de ce roman, bien sûr, c'est une fin logique, parce que le pauvre victime a pu accomplir la vengeance, a pu récupérer ses droits, sa joie, sa liberté perdue à cause de la méchanceté, la jalousie, la malice de ses deux amis intimes. C'est pourquoi je suis pour la fin. Quel était le vrai nom du comte de Morcerf? Fernand. Et comment Dantès se venge-t-il de lui? On va expliquer la vengeance de Fernand. On se rappelle que Comte de Monte Cristo a pu réussir à accomplir sa vengeance avec Fernand grâce à la présence de 3 personnes dans sa vie. D'abord, son amitié avec Albert. À travers cette amitié, le Comte de Monte Cristo a pu savoir beaucoup d'informations à propos de la vie de Dantès. À propos de la vie de Fernand, Hédi, l'esclave qu'il avait acheté, après avoir raconté sa vie, le comte de Monte Cristo a bien compris le rôle illogique, le rôle méchant que Fernand a joué dans la vie de Mercedes, de Hédi. C'est pourquoi il a utilisé la 3e personne qui est le journaliste pour accomplir sa vengeance. Et à travers ces 3, il a pu jouer le grand tour, la grande tromperie qui parvient à être à mettre Danglars, à mettre Fernand en prison, en jugement devant le tribunal. Et il n'a pas pu renier aucune vérité de ce que Hédi a révélé, mais il n'a pas pu supporter le scandale et il a tiré une balle contre sa tête et il s'est suicidé au tribunal à l'instant. Merci mes petits, je vous remercie et vous aurez une suite des questions à propos de ce roman.